Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio pour parler des abus sexuels sur enfants. Vous le savez, c'est un sujet essentiel pour moi. Peut-être parce que je suis pour que chacun ait la sexualité libre à laquelle il aspire. Et c'est tout de même un sacré défi, peut-être même un défi impossible pour ceux qui ont été abusés durant l'enfance. Donc c'est pour ça que je crois que c'est essentiel d'en parler. Mais j'ai envie aujourd'hui d'élargir le débat, le sujet, si vous préférez, parce que il y a quelques jours, j'ai déjeuné avec un ami qui tout d'un coup m'a parlé du séisme qui a eu lieu dans sa famille à cause de révélations d'abus sexuels. C'était une de ses nièces donc qui a avoué ça et c'était donc un des oncles de mon camarade de déjeuner qui a été le prédateur. Et alors cette révélation évidemment a totalement déstabilisé toute la famille et mon ami me disait mais pourquoi elle avait besoin de raconter tout ça, enfin bref, voilà. Et oui, l'inceste, les abus, ça a des répercussions sur de nombreuses personnes et c'est sous cet angle qu'on va aborder le sujet avec Bruno Clavier qui déjà va pouvoir réagir sur ce cataclysme familial dont je viens parler. Et puis on pourra peut-être aussi évoquer ce fameux secret de famille qui est encore très présent et ce dans toutes les couches de la société. Et puis si vous avez envie de témoigner parce que vous avez été dans une famille où il y a eu de l'inceste, enfin de toute façon presque toutes les familles en ont, eh bien, je vous invite vraiment à témoigner parce que vous le savez, vos témoignages, ça fait beaucoup avancer les choses et ça lève ce tabou qui était encore bien trop présent dans notre société. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bruno Clavier, merci d'être avec nous. Comme toujours, c'est un sujet qu'on aborde avec vous parce que vous connaissez, j'allais dire, par cœur le sujet. Vous en avez même écrit plusieurs livres. L'inceste ne fait pas de bruit. Si, ça fait beaucoup de bruit l'inceste. C'est-à-dire que ça se fait en silence, mais quand ça sort, ça fait du bruit, ça c'est clair. Oui. Alors, vous avez écouté mon intro. Oui. C'est fou quand même que, et je ne vais pas donner le nom parce que c'est quelqu'un qui vient souvent à l'émission, mais c'est quand même fou de considérer que la victime devrait se taire pour que la famille reste tranquille. Mais c'est d'une violence double, triple bien même. Sûr, ouais. Mais je pense qu'il y a deux choses là à voir. La première des choses, c'est que l'inceste n'est jamais seul. C'est difficile à comprendre, mais dans une famille, quand il y en a un, il y en a plusieurs. Bien sûr. Sur plusieurs générations. Enfin, l'oncle a certainement lui-même été abusé, voilà, et puis il en a abusé d'autres. C'est vraiment un principe général, ça n'arrive pas comme ça, comme une espèce de cheveux sur la soupe avec tout va bien. Donc du coup, la famille se rétracte parce qu'il y en a d'autres derrière et c'est un peu compliqué. Puis il y a un principe général des humains, la famille c'est sacré. C'est sacré, c'est-à-dire que... Et en plus, la famille a quelque chose, on fait ça dans une branche de la psychologie qu'on appelle la systémie. Il parle du fait qu'un système veut garder son équilibre. Donc, bien sûr, quel qu'il soit, même s'il est bancal, le système familial veut garder son équilibre. Donc, dès qu'on sort quelque chose comme ça, tout se déséquilibre et on n'aime pas beaucoup. Voilà. C'est pareil quand dans une famille il y a un criminel ou etc. C'est pareil, ça crée un déséquilibre exactement. Et forcément ça crée beaucoup de remous dans la famille. Il y a ceux qui vont le défendre, ceux qui vont l'accuser, oui. Ceux qui. Les familles sont toujours clivées. Moi j'ai vu ça avec toutes les familles avec qui j'ai travaillé. Vous avez toujours ceux qui sont pour qu'on révèle, ceux qui sont contre, ceux qui disent que c'est pas vrai, ceux qui disent que c'est vrai. Et il y a souvent deux clans. Et parfois, il y a un tout seul contre tous. Là, ça peut être très dur. C'est ce qu'on entend souvent, c'est que la personne abusée, on l'accuse de mentir. Oui, c'est ça, de mentir. Ou alors on se dit, elle a peut-être cherché, etc. Et puis, moi, ce que je trouve aussi intéressant, puisqu'on parle de la famille et pas seulement de la victime, c'est aussi tous ces gens qui ferment les yeux. Et peut-être que ça aussi, dans les familles, on devine un petit peu, mais on ferme les yeux. Ça fait partie je pense notamment aux mères, parfois, qui... Tout le monde, ça fait vraiment partie de la chose. C'est pour ça c'est comme un procès. Dans ce procès, il y a les bourreaux et les complices. Et tout ça ne peut pas se faire sans complice non plus, sans complicité inconsciente, souvent. Oui, bien sûr, on n'accuse pas. C'est-à-dire, là, on est dans quelque chose qu'on appelle le déni. En psy, on appelle ça. Le déni, ça veut dire j'ai vu quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc c'est un peu étrange.
C'est-à-dire qu'au fond, si on creusait vraiment, on l'a vu, mais voilà. on a fermé la porte à clé, donc ça n'existe pas, quoi. Voilà, c'est justement en parlant de porte, c'est la maman qui ouvre la porte, qui voit quelque chose qui est stupéfiant, et elle referme la porte et elle pense qu'elle l'a pas vu, alors qu'elle l'a vu. Et alors c'est la première étape, puis la deuxième étape qui est pire, c'est quand l'enfant, par exemple, se plaint. Et que, comme j'ai entendu dire ici d'ailleurs, c'est à cette émission qu'on a entendu des claques, par exemple. Tonton m'a fait ça, et hop, on donne une claque à l'enfant, alors que on l'écoute pas, quoi. Et alors là, on peut imaginer évidemment que c'est d'autant plus difficile pour l'enfant de plus tard s'en sortir, parce que il n'y a pas eu la parole bienveillante du parent, évidemment. Ah bah évidemment, là c'est un peu la même histoire, mais là j'ai beaucoup lu l'histoire de Bétaram, là, le livre et tout. L'histoire de Bétaram, c'est ça. C'est les enfants quand même allaient se plaindre aux parents. Les parents leur disaient mais non, c'est pour ton bien, tais-toi, ou c'est parce que t'as mal fait des choses. Oui, d'autant quand il y a une instance, c'est pareil avec dans les écoles. On sait que quand c'est un maître ou un religieux ou je ne sais quoi, il y a une sorte d'autorité naturelle qui fait que forcément c'est l'autorité naturelle qui est dans son droit et pas l'enfant, quoi. Et c'est pour ça que la famille est au cœur de ça. Hein. Cette question de l'inceste, ça veut déjà dire la famille, hein, quand on parle de l'inceste. Et la famille, toute la question de la famille est au cœur de ça. Et moi, j'estime que c'est pas parce qu'on révèle qu'on remet en cause la famille. Il faut remettre en cause tout ce qui est négatif dans cette famille, mais c'est notre famille. On peut la garder. Mais est-ce que justement, Bruno Clavier, alors on s'éloigne un peu de la question de l'inceste, mais peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'au fond, on est encore dans l'idée que les enfants appartiennent aux parents ? Oui, il y a cette idée-là aussi qui est assez archaïque. Hein, la question de l'obéissance absolue. Bouger quand même, parce que c'est, comme je le dis souvent, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, donc c'est donc la société de demain. Et si on veut que la société s'améliore, il faut aider les enfants à mieux grandir. Enfin. Alors en fait, il faut leur donner, parce que toute cette question de l'inceste, notamment, c'est une question d'hors la loi. C'est parce qu'il n'y a pas de loi qu'il y a de l'inceste. S'il y avait de la loi dans la famille, de la vraie loi, hein, eh bien, il n'y aurait pas d'inceste. Donc, effectivement, il faut des lois, mais en même temps, il faut écouter les enfants, et puis essayer de les comprendre, et puis essayer de les aider à aller sur un chemin le meilleur possible. Mais là, on doit sortir de l'archaïsme. Hein. C'est pour ça que je parlais de Bétaram, parce que c'est une époque là qui j'espère, s'en va. Oui, bien sûr. Ça bouge. Celle où on battait les enfants et en même temps on les abusait. Il y avait les deux. Il y avait souvent ça. Hein. On a oublié ça. On pensait qu'on les battait, mais on les battait puis on les abusait. C'est cette société qui j'espère. Oui, mais on mettait les enfants dans les mines à l'âge de 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on peut quand même être positif et espérer, parce que ça bouge quand même. Depuis 50 ans. Ça bouge. Et il y a cette question des droits de l'enfant, évidemment en même temps cette complexité, parce qu'un enfant quand même il faut qu'il y ait de l'éducation, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, on le sait, mais c'est comment on le fait, et est-ce qu'on est obligé de passer par la violence, et surtout pas par la violence sexuelle. Ça c'est sûr. Ça c'est évident. Bon, et ben si vous avez envie de parler de votre famille où il y a eu justement ce cataclysme, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio, et puis si vous avez envie de témoigner parce que vous avez été abusé, évidemment on sera aussi ravis de vous donner la parole. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Bonjour, c'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, des idées, des échanges et votre avis en direct. Les vraies voix arrivent, restez connectés. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaye, Sud Radio. On est avec Bruno Clavier, psychanalyste, psychologue clinicien, et on évoque l'inceste. Encore une fois, c'est vous qui allez témoigner, c'est vous qui allez faire avancer cette levée de tabou. Merci Anne-Marie de commencer à prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolée, je suis très très émue, donc j'espère avoir une parole claire, parce que voilà. Mais on vous écoute et puis vous parlez comme vous avez envie, et comme je sais que vous allez parler avec votre cœur, j'ai aucun souci sur le fait que vous allez parler avec beaucoup de clarté. Merci d'accueillir cette parole. Oui, j'étais déjà intervenue en fait dans votre émission avec Frère Bruno Clavier. Je me rappelle que la conclusion avait été
Et vous aviez essayé de me booster en me disant mais tu as réussi à parler, donc tu n'es plus une victime. Et j'ai entendu cette parole, mais en même temps, quand la conversation s'est arrêtée, je me suis dit mais en fait, dans mon cas, c'est pas vrai, et c'est pas ce que je vis, parce que cette parole, elle a été non seulement sans effet, dans le sens où elle n'a pas engendré de protection. Quand j'ai parlé à ma mère de l'inceste perpétré par mon père, j'en ai parlé tout de suite. Non seulement elle a été sans effet, mais en plus elle se transforme maintenant à tu fais toujours des histoires. Donc en fait c'est double peine, parce que je pense que ça demande beaucoup de courage de parler. Et je vois que dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut être très libérateur quand ils n'ont pas parlé en temps et en heure et qu'ils osent enfin parler adulte. Mais dans mon cas, ça a été la parole qui non seulement est sans effet, mais en plus maintenant, c'est-à-dire que la situation familiale a tellement pris d'ampleur que non seulement je suis rejetée, mais en plus ma propre sœur porte plainte contre moi. Des répercussions de tout ça, c'est-à-dire à monter la tête de ma mère comme quoi c'était moi la... Mais en quoi elle peut porter plainte contre vous C'est quoi sa plainte? C'est que j'ai pas beaucoup de temps à l'antenne, donc je peux pas... Non, prenez votre temps, c'est pas grave. Parce que ce que vous dites est tellement énorme que je pense que... Ouais, c'est très très lourd. En fait, ma mère, qui est malade depuis quelques années, je m'en suis toujours occupée. Et puis là, il y a eu un incident qui a fait qu'il y a eu elle est allée à l'hôpital. Il y a eu une discussion autour de où est-ce qu'elle allait aller. On est pas de chez elle, etc. Et ma sœur a pris le contrôle complètement de la situation, sachant que ma mère est dans un état plus ou moins de confusion, mais enfin, je sais pas à quel degré elle est consciente. Et elle a pris le contrôle de la situation, et elle a pris le contrôle de toute la situation, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à regarder dans les comptes bancaires pendant que ma mère était à l'hôpital, qu'elle a vu des aides. D'accord, donc elle porte plainte comme quoi vous auriez profité... Extorsion de fonds, oui, d'accord, et abus de faiblesse. Oui, alors que précisément, ce qui est important, c'est pour ça que je le dis, parce que ça pourrait être anodin, mais en fait, ma mère, à un moment donné, m'a proposé, je lui ai dit, là, ça va pas bien. J'ai même obtenu une reconnaissance de handicap du fait de ce passif. Là, récemment, en début d'année, j'ai l'allocation adulte handicapé, des suites de tout ça. Et à un moment donné, il a été évoqué avec ma mère, et ça faisait un moment que j'étais au RSA, au minimum social, que je m'en sortais pas, et on a convenu avec ma mère qu'elle me donne une certaine somme pour me réparer, justement pour... D'accord. Mais voyez, Anne-Marie, ce que vous racontez, ça montre bien que l'inceste, votre mère ne vous croit pas, et malgré tout, vous vous occupez de votre mère, ce qui montre déjà toute l'ambivalence, alors que vous auriez pu partir dans un rejet de votre mère qui quand même vous a j'allais dire... vous réabîmer, donc il y a quelque chose déjà d'important à comprendre. Et ensuite, la rivalité avec votre sœur, c'est pareil. Votre sœur, elle est aussi dans une ambivalence émotionnelle dramatique. Bruno Clavier, ce que je veux dire déjà sur la question de la parole, moi, les patients et patientes que je reçois, je leur dis toujours, vous parlez dans la famille si vous en avez envie. Il n'y a pas d'obligation de parole dans la famille. C'est parce qu'on en a besoin qu'on parle. Mais des personnes ne parlent pas. Oui. Il faut que la personne en a besoin. Est-ce que c'est de la justice pour elle ou pas? En général, ceux qui parlent, c'est qu'ils ont besoin de justice, mais c'est eux qui décident. On ne va pas dire pour eux, faites-le ou ne le faites pas. Mais moi, je pense juste à quelque chose, comme c'est anonyme, votre sœur, elle est peut-être concernée quand même par votre père. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et puis même. Excusez-moi, pas du tout. Ça veut dire pourquoi ça serait pas du tout?
Bah, c'est pas du tout la place dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère m'a signifié que à un moment donné, c'était peut-être un peu de sa faute parce que quand ma mère a eu ma sœur, elle a dit à mon père, moi, je suis plus avec toi, c'est bon, j'ai 2 enfants et quelque part, j'étais celle sur qui. Oui, mais ça veut pas dire qu'il a pas un peu tripoté votre sœur. J'en ai discuté avec elle. Bah oui, et puis je vois mais elle peut. les conséquences dans sa vie. Mais excusez-moi, il y a quelque chose qui s'appelle l'amnésie. Moi, je travaille beaucoup dessus. Il y a tellement d'amnésie dans toutes les familles. Et puis, il y a une deuxième règle. Il est rare qu'un prédateur ait qu'une victime. Oui, mais je pense pas parce qu'en fait, ma mère lui a dit d'arrêter. Ma mère, pour le coup, quand elle disait quelque chose, mon père obtempérait. Et en fait, j'ai bien vu dans la relation avec ma sœur, c'est l'inverse qui s'est passé. Excusez-moi, mais votre mère, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites que vous parlez à votre mère et tout d'un coup, vous nous dites que votre mère a dit à votre père d'arrêter. Donc ça veut dire qu'elle le savait. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai non seulement, oui, bien sûr. Elle le savait, donc c'est pas simplement vous en avez parlé. Non seulement elle le savait, mais elle vous a jeté d'une certaine manière plus ou moins inconsciente. On va lui accorder ça, mais dans les bras de votre père pour être tranquille sexuellement. Ce qui est malheureusement, et c'est pour ça que évidemment elle ne pouvait pas écouter et entendre votre parole. Vous regrettez de lui avoir parlé à l'époque finalement, Anne-Marie? Jusque-là, je regrettais pas, mais comme je pense beaucoup à tout ça, une répercussion énorme que ça a dans ma vie, là, je regrette. C'est pas que je regrette, c'est que je me dis que je comprends pourquoi après mon père en plus m'a maltraité et clairement il me frappait moi et pas ma sœur. Je pense que mon père en plus m'en a voulu. Si réellement ma mère lui a dit après, Anne-Marie m'a raconté ça, tu arrêtes tout de suite, tu recommences pas. Mon père en plus a dû m'en vouloir en disant en plus je peux même pas faire mon truc tranquille et vraiment j'étais massacrée. Et par rapport à ma sœur, je me rappelle d'une scène, et je pense qu'il a verrouillé tout le schéma familial et qui lui a donné les pleins pouvoirs. Je me rappelle d'une scène où on se chamaillait toutes les deux, et ma sœur a dit à ma mère que c'était moi qui avais commencé, ce qui était c'était complètement faux. On se chamaillait toutes les deux, personne n'avait commencé. Écoutez, et je me suis retrouvée maltraitée devant ma sœur, avec mon père qui me disait c'est moi qui t'ai créé, j'ai le droit de te tuer, dis pardon à ta sœur à genoux. Et ça a Anne-Marie, je crois que que c'est normal que vous alliez pas bien avec tout ce que vous avez traversé. Moi, ce que j'ai quand même envie de vous dire, je crois que vous êtes vraiment dans une famille tellement toxique qu'il faut partir et qu'il faut couper les ponts avec cette famille parce que sinon. Mais je peux même pas puisqu'on porte plainte. Là, la curatrice m'a dit que ma sœur avait fait demander au juge. J'entends bien, mais que vous soyez obligé de vous défendre, c'est une chose, mais il faut couper les liens le plus possible, me semble-t-il, avec cette famille parce que là, vous êtes ils sont tous contre vous. Ah oui, complètement. Mais du coup, ma question à moi, ça serait peut-être à Bruno Cladé, c'est quel acte, parce que pour le coup, quel acte pourrait vraiment être libérateur, puisque la parole, en fait, à chaque fois que je parle, que je m'exprime, c'est l'inverse, on retourne tout contre moi, donc c'est par la parole, je vois que ça ne marche pas. Moi, j'aimerais rendre juste, à un moment donné, quand même, qu'il y ait quelque chose qui arrête ce processus, ce déferlement, ce déchaînement. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'aider. C'est-à-dire que je crois que quand c'est comme ça, il faut retourner sur soi-même. On n'a pas le choix. Vous n'allez pas transformer votre famille. Mais ce qu'il faut, c'est à ce moment-là se transformer. J'imagine que vous êtes dans un processus thérapeutique. Oui. Mais je vois pas vraiment d'effet, mais oui. Il faut peut-être alors y réfléchir et trouver un bon processus thérapeutique. L'important, c'est déjà de se libérer soi et de sortir de ce mécanisme. Après, vous voyez bien d'abord ils sont plus nombreux que vous et que tout le monde est enfermé dans ses propres histoires. Et on peut pas changer trop sa famille. Hein. C'est un rêve, mais tout le monde rêve de ça, mais ça. Et puis encore une fois, Anne-Marie, quand on vous a dit que la parole allait vous libérer, c'est pas la parole avec votre famille, c'est la parole avec un bon thérapeute ou ici en témoignant à l'antenne. Vous voyez, c'est pas avec votre famille. Votre famille, de toute façon, je vois pas. Au contraire, plus vous allez essayer de communiquer avec eux ou de vous exprimer, plus vous allez en prendre plein
plein la figure. Je pensais à la justice, en fait. Là, j'ai plus d'espoir du tout de convaincre ma famille. Et justement, la justice n'est jamais familiale. La justice, elle est collective. Donc, c'est pour ça que je vous dis, parce que, comme disait Brigitte, quand vous parlez là, vous avez déjà un bout de justice collective. Il faut qu'on vous entende. Et dans la famille, si on ne vous entend pas, tant pis. Vous allez l'avoir ailleurs, cette justice. C'est ça qui est important, mais je comprends aussi que pour vous, vous avez envie d'être reconnu par votre famille comme étant la victime et non pas la coupable, parce que j'entends bien à quel point on vous met l'étiquette de coupable. Mais c'est eux qui ont tort, c'est vous qui avez raison. Donc oui, bien sûr. Sauf que si la justice n'étant pas forcément juste, si là, réellement... Non mais là excusez-moi Anne-Marie, il faut bien que vous compreniez que ce que vous allez avoir à vous défendre en justice, ça n'a rien à voir avec l'inceste. C'est une question matérielle. Et ne sortez pas de ça, sinon le juge va rien comprendre et risque d'être peut-être influencé par votre sœur qui est peut-être plus manipulatrice que vous. Donc soyez bien clair. Là, elle porte plainte pour des questions matérielles. Point, c'est tout. Et le reste, eh bien, c'est avec votre thérapeute ou avec nous de temps en temps quand vous avez envie de vous exprimer. C'est vraiment important que vous fassiez bien la différence, parce que là, sinon vous allez vous engluer encore dans cette famille qui est vraiment toxique pour vous. En tout cas, merci de votre témoignage, parce que ça montre bien la toxicité d'une famille quand il y a de l'inceste. C'est toxique et complexe, et toujours terriblement complexe, parce que évidemment, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière cette accusation de la sœur d'Anne-Marie. Avec Bruno Clavier, aujourd'hui, nous parlons de l'inceste et des abus sexuels et du cataclysme que cela produit sur les victimes et leurs familles. Venez apporter votre témoignage 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est pire ou pas. Oui. Mais en tout cas, moi je l'ai dit parce que j'étais à l'étranger, c'était durant un séjour à l'étranger, ma mère n'était pas présente. Oui. Donc j'ai essayé d'en parler déjà à la personne qui nous hébergeait, qui était la sœur de mon père, qui en fait a fait c'est rien du tout, qu'est-ce que tu racontes, qui a vraiment minimisé les choses. Et lors de mon retour en France, j'ai pris une décision radicale. Et c'est là que c'est difficile. La décision radicale a été la suivante. Dans mon pays, enfin en France, je me suis sentie en sécurité et je n'ai trouvé qu'une seule issue. J'ai fait une fugue. J'étais obligée de partir parce que ma mère ne m'a pas cru. Ma sœur a dit que j'étais folle. Je ne savais plus sur qui compter. Donc j'ai trouvé que cette solution. Ça me paraît une bonne solution de fuir une famille qui justement ne veut pas vous entendre, et ne veut pas vous écouter. Oui, après il y a des ravages. Ben oui. Les ravages, c'est se retrouver toute seule, demander de l'aide. Heureusement que j'en ai trouvé, je ne sais pas comment j'ai trouvé cette force. C'est vraiment grâce à cet événement finalement que j'ai une force vitale incroyable. Et c'est clair. Mais alors vous êtes réfugié où? Je n'avais pas de refuge, donc au départ j'étais dans la rue. Je suis restée longtemps dans la rue. Et puis un jour, je me suis dit, je sais qu'il existe ce qui s'appelait avant la DAS. Je savais ça avec mes petits 15 ans, même je n'avais pas encore 15 ans, je savais ça, que ça existait. Et je savais où c'était, les bureaux. Et je me suis présentée au bureau. Et j'ai dit, voilà, je voudrais que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, peut-être même ma sœur, est-ce qu'elle ne peut pas m'adopter, entre guillemets, ou me recueillir comme tutrice, parce qu'elle est un peu plus âgée que moi, elle était à peine majeure. Ils ont dit que j'allais étudier mon cas, mais que ça paraissait un peu trop jeune pour qu'elle puisse devenir ma tutrice. Donc à partir de là... Et vous avez raconté à la DAS que vous aviez été abusée par votre père? J'ai pas été assez courageuse, entre guillemets, à ce moment-là, pour tout raconter. J'ai dit que j'avais été abusée, sans donner de détails. Et puis j'ai dit qu'il y avait beaucoup de violence, ce qui était vrai aussi, parce qu'il y avait beaucoup de violence. Mon père était très violent avec ma mère, ma sœur et moi. J'ai un frère, mais lui, il a subi sans rien dire. Il pouvait rien faire. Il était trop jeune. Aujourd'hui, il n'est pas bien du tout, parce que toute cette colère, il l'a gardée en lui. Et c'est très compliqué. Mais bon, aujourd'hui, je suis pas là pour parler de lui. Malheureusement, je suis là pour parler de moi. Et moi, j'ai essayé, comme je sais pas, par rapport à l'auditrice précédente, de faire jouer la justice, mais pas comme on l'imagine. En fait, la seule solution que j'ai trouvée, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de changer mon identité, à savoir mon prénom
J'ai changé un certain nombre, parce que j'avais plusieurs noms de famille, qui s'accolaient, un nom composé, on va dire. J'ai gardé quand même le nom de mon père jusqu'à il y a peu. Et il y a peu, j'ai demandé à changer et à carrément le changer. Et ça a été accordé sans problème par décret. C'est très symbolique, hein, bravo. Oui, exactement. Je sais pas si ça peut aider quelqu'un, c'est pas simple. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus évident, les changements d'identité avec notamment les personnes qui changent de sexe. Aujourd'hui c'est facilité et moi j'en ai vraiment bavé. Et à chaque fois, c'est quand même quelque chose qui me revient. Par exemple, ma fille va bientôt se marier, elle a demandé un extrait d'acte de naissance. Dessus, il y avait encore mon ancien nom, alors que j'avais fait toutes les démarches. Et hop, il a fallu recommencer encore et dire pourquoi je m'appelais plus comme ça, quel décret j'avais. Enfin, il y a toujours des démarches. Je ne sais pas pourquoi c'est si dur. Peut-être que Bruno Clavier pourrait me dire. Là, c'est plus au niveau juridique. Hein. Moi, je suis pas juriste. Là, je pense que c'est dur au niveau juridique. Mais s'il y a un commentaire à faire, c'est que les lois suivent les personnes, suivent la psychologie générale, je dirais. Et c'est pas encore acquis tout ça. Hein, c'est pas. Vous voyez bien votre parcours terrible. Puis vous étiez en danger dès que vous avez fait la fugue. Est-ce qu'il vous est arrivé des malheurs? Parce que une fille toute seule dans la rue de 14 ans, c'est terrible. Je crois que j'ai été protégée quelque part par sûrement cette. Je pense que ce qui vous a protégé, Marie-Lou, c'est votre force de vie. Vous savez, dans la rue, on va plutôt agresser les personnes fragiles et on entend cette force de vie qui, de toute façon, il fallait une force de vie pour à 14 ans décider de fuguer, pour à 15 ans oser aller frapper aux portes de la DAS. Moi, je pense que c'est ça qui vous a protégé. C'est cette force de vie qui était en vous et qui est toujours en vie, d'ailleurs, on l'entend même.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Bruno Clavier aujourd'hui et je rappelle que vous êtes auteur également d'un livre récent, Devenir un bon ancêtre, aux éditions Payot, un livre tout à fait intéressant justement sur la famille. Sur la famille et puis sa responsabilité. On parle souvent des victimes, mais il y a aussi le fait de sa responsabilité d'être une bonne personne. On entend beaucoup là dans cette émission quand même puis c'est beaucoup des hommes et des femmes d'ailleurs là. Les mères, elles sont pas terribles. Ce qu'elles ont fait avec leurs filles. Pas vraiment. Et puis les hommes sont assez monstrueux quoi. Et devenir une bonne personne, c'est toute une affaire. Ça commence tôt. Ben oui, ça commence tôt. Bonjour Belinda. Bonjour. Merci de témoigner. Merci beaucoup. Bonjour. Alors c'est votre grand-père, je crois, qui a abusé de vous. Mon grand-père, mon père. Les deux, et c'est resté un secret de famille et je crois que ça restera toujours. Vous n'en avez jamais parlé ou on ne vous a jamais cru? Alors, j'en ai à ma mère notamment. Et mes soeurs et mon frère n'en ont jamais parlé non plus. Et le seul moment où on a pu en parler, c'est le jour du décès de mon frère. Et puis, le sujet, on l'aborde pas. J'ai été la seule de la fratrie à aborder facilement le sujet. Enfin, j'aborde facilement le sujet, j'en parle facilement. Et j'en ai parlé à mes enfants quand ils ont été en âge de comprendre. Mais ça, c'est très bien, oui. Vous leur avez dit clairement les choses à vos enfants? Oui, sans donner les détails, bien évidemment, mais j'en ai parlé à mes enfants parce que je me suis aperçue que j'étais souvent malade, que j'étais pas bien, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en moi, et j'en ai parlé à une psychologue qui m'a dit effectivement le fait d'en parler à vos enfants pourrait peut-être vous aider, et ils pourraient peut-être mieux vous comprendre, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'allusions comme quoi j'étais ma fille notamment me disait que j'étais belle, mon fils aussi, puisqu'ils ont 20 ans d'écart, et me disait des choses que moi je n'arrivais pas à voir pour moi. Et effectivement, ça m'a aidé énormément à avancer dans ma vie, le fait de leur avoir dit, parce que je me suis trouvée beaucoup plus jolie, j'ai appris à m'aimer beaucoup plus, j'ai été aussi beaucoup moins malade, parce que j'ai été régulièrement malade, et j'ai su par la suite que quand on a été victime de viol, d'inceste, le corps parle. Le corps, lui, il n'oublie pas, et c'est vraiment. Enfin, je crois que Bruno Clavier le sait au moins aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Pratiquement toute personne qui a été abusée a des problèmes de santé. Donc, tôt ou tard. C'est quand même. C'est tôt ou tard, ou des problèmes psychiques importants, d'une façon ou d'une autre. Ça peut pas rester comme ça, quoi. Malheureusement. C'est vrai que le fait, moi, d'en parler, m'a aidé beaucoup. Excusez-moi, je voudrais rajouter, ça a quand même aidé vos enfants aussi, c'est pas que vous. Ah, mais bien sûr. Ah oui, c'était bien aussi, parce que du coup, ça les a alertés. Alors, oui, puisque régulièrement, ils trouvaient, ils comprenaient pas pourquoi je disais que j'étais moche. Ils comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps malade. Il y avait plein de choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ils ont fini par se dire, oui, effectivement, maman, elle a vécu ça. Et ça a été beaucoup plus facile pour moi d'avancer, et pour eux aussi. Oui, pour eux aussi. Oui, et puis c'est important aussi parce que ça rompt, si je puis dire, le secret de famille, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire que vos enfants, d'abord, peuvent se protéger de votre père, notamment. Alors, ça n'a pas rompu le secret de famille, puisque on est encore donc 4 filles, puisque mon frère est décédé, et malheureusement, mes sœurs n'ont pas parlé. Et n'ont pas parlé ni à leurs conjoints, puisque moi j'en ai parlé à mes conjoints. Elles n'en ont pas parlé à leurs conjoints, elles n'en ont pas parlé à leurs enfants.
Et pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Je comprends. Je comprends tout à fait, mais en même temps, il faut respecter la parole de chacun. Mais vous, en tout cas, vous avez rompu vis-à-vis de vos propres enfants et de vos futurs petits-enfants, etc. C'est ça que je voulais dire, voyez. Donc vous avez fait le job, si je puis dire. Après, que vos sœurs ne l'aient pas fait, c'est dommage. Bien sûr que c'est dommage, mais bon. C'est que la question aussi, c'est que je disais par rapport à vos enfants, c'est que le fait on observe que ces choses se répètent. C'est pour ça que je vous disais que ça avait de l'intérêt de le dire à vos enfants aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire parce que malheureusement, quand on ne dit pas dans les familles, les choses se répètent. Et risquent de se répéter, par exemple, plus tard, à une autre génération, ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que vous dites parler d'arrêter la chaîne. Arrêter la chaîne, c'est parler et faire en sorte qu'un maximum de choses soient dites. Je voulais juste vous dire, vous n'avez pas donné de détails, mais est-ce que vous avez quand même bien parlé globalement de ce qui vous est arrivé ? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. J'ai dit que j'avais été violée par mon grand-père. Oui, j'ai parlé du viol. Et vous avez dit, vous vous souveniez de l'âge, à partir de quel âge ? Oui, j'ai donné mon âge. Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs. Qui va se terminer bientôt. Et oui, j'ai donné mon âge. Et quand je parle des détails, c'est des détails intimes. Oui, je comprends. Qui seront dans le livre. Donc oui, bien sûr. Non, mais ça, vous avez pas. Voilà. Il n'est pas question de donner des détails intimes. C'est pas le propos. Mais non, je vous avais. On sait, sans parler de l'inceste, on sait que parfois la petite fille va. Je vais prendre un exemple tout à fait très très anodin. Disons que très loin de l'inceste. Par exemple, si la grand-mère pendant la guerre a couché avec un Allemand, eh bien la petite fille, comme par hasard, sera très attirée par un Allemand et elle comprendra pas spécialement pourquoi, et puis elle découvrira que c'est une sorte de lien de loyauté vis-à-vis de sa grand-mère. Voilà, on pourrait donner plein d'exemples, voyez, mais c'est ça qui est important, c'est cette sorte de et ça saute souvent une génération, et c'est pour ça qu'on comprend pas toujours très très bien. Donc, je l'ai fait pour mes enfants, pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils comprennent. Et pour vous aussi. Je pense que ça vous a fait du bien. Oui, c'est ça. Oui, pour nous trois, c'est important. Et puis pour mes conjoints aussi, puisque c'est important que les personnes qui ont traversé ma vie soient au courant de ce que j'avais pu vivre, puisque j'avais une certaine attitude aussi dans ma sexualité, dans ma façon d'être, qui ne correspondait pas avec ce que je montrais. Oui, c'est mieux quand en effet le partenaire est au courant, parce que sinon ça crée une sorte d'incompréhension au niveau de l'intime, évidemment. Votre père est toujours en vie ? Non. D'accord. Non. Bon. Et votre mère dans tout ça ? Alors, ma mère, ma mère n'est pas au courant. C'est ce que j'espère. Pourquoi vous espérez ? Parce que ça serait plus facile que de savoir qu'elle était au courant et qu'elle ne vous a pas protégé, j'imagine. C'est exactement ça. Bien sûr. C'est exactement ça. Alors, en un mot, mon père était un mari extraordinaire et un père violeur. Mais un mari extraordinaire, comme beaucoup de femmes aimeraient avoir. Je crois que c'est peut-être pour ça que la société a tellement de mal à comprendre. C'est que les prédateurs sexuels, c'est pas forcément des gens qui sont des salauds, des salopards a priori. Visible, c'est pas forcément visible. Voilà, c'est pas marqué sur leur front, donc c'est parfois des gens très bien, qui ont l'air très sympathiques, très généreux, tout ce qu'on veut, et voilà tout. C'est toute la difficulté de la nature humaine. On n'a pas écrit sur notre front tous nos mauvais penchants. Excusez-moi, c'était quel grand-père ? Vous avez parlé d'un grand-père, le maternel ? Le paternel. C'est le grand-père paternel en plus. Ouais. D'accord. Et une chose aussi que j'avais trouvé assez extraordinaire, parce que ma fille, quand je lui en ai parlé, elle avait entre 12 et 13 ans.
Elle m'a dit, mais maman, c'est pas possible que ta maman n'ait pas su. Alors, je lui dis, bien sûr que si, moi, je savais peut-être qu'elle n'a pas su, ou peut-être que j'ai pas envie de savoir qu'elle savait. Mais elle m'a dit, mais toi, tu sais quand je vais pas bien. Je lui ai dit, oui, mais c'était pas la même époque, et c'était pas les mêmes années. Et pour elle, ça a été la chose la plus difficile et elle n'aime pas d'ailleurs. Hein. Pour elle, elle veut pas entendre parler de mon père. Mais elle sait. Voilà, elle sait ce qu'il en est, elle comprend pourquoi je l'ai beaucoup protégée, pourquoi j'ai bien été... sûr, bien sûr. Écoutez, c'est touchant ce que vous dites, parce qu'on voit bien à quel point les enfants protègent leurs parents et sont parfois plus j'allais dire plus intelligents, c'est pas le mot, mais en tout cas sont capables de dire des choses tellement justes. Merci en tout cas Belinda, merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on continue bien sûr après les infos. Si vous avez envie vous aussi de témoigner, on vous attend sur Sud Radio. Nous parlons des abus et de l'inceste aujourd'hui avec Bruno Clavier, et notamment des conséquences désastreuses sur les victimes et dans les familles. Vous pouvez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. À tous. Ce rendez-vous d'information. Très bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons l'inceste et les ravages dans les familles. On a déjà Bruno Clavier depuis 14 heures entendu 3 témoignages et on voit bien sûr que c'est difficile pour la personne qui est victime, mais on voit aussi comment l'entourage familial est soit dans le déni, soit dans l'accusation. C'est compliqué, quoi. Il y a des grands principes des familles. Il y a un des principes, on étudie ça dans ce qu'on appelle la systémie, mais c'est la loyauté. C'est-à-dire, la loyauté, c'est un des principes fondamentaux. On se doit d'être loyal à sa famille. C'est une sorte d'ordre implicite. Et quoi qu'il arrive, loyauté. Mais sauf que, non. On n'est pas obligé d'honorer son père lorsqu'il nous a abusés. Voilà, il faudrait peut-être changer les tables de la loi. C'est-à-dire que la loyauté, il faut un peu la bouger quand il y a des trop mauvaises choses dans cette famille. Mais c'est des choses tellement ancrées, cette histoire de loyauté, qu'on va toujours dire, regarde, tu as détruit la famille, tu as parlé, tu as détruit cette famille. Non, on l'amende, on la modifie. On modifie cette famille, on essaye que ce soit une meilleure famille, c'est mieux. C'est mieux, oui. Et puis c'est terrible parce que quand on est enfant, évidemment, on peut pas se sortir de cette croyance que nos parents sont sacrés. Oui, c'est adulte qu'on peut faire ce travail. Que dans le cas de l'inceste, ne jamais oublier que ça s'accompagne de messages. C'est-à-dire que quand un inceste est commis, alors des fois il y a le silence, mais souvent il y a des petites phrases qui vont être importantes. Ne le dis pas. C'est notre secret. C'est notre secret. Ou tu sais, ça ferait du mal à tout le monde, par exemple. Après, c'est à vie. C'est ancré chez l'enfant. Je me tais parce que c'est faire du mal à tout le monde. C'est vrai que quand on est enfant, les paroles qu'on entend de nos parents sont des croyances qui ont la vie dure. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on vous invite, Bruno Clavier, pour nous éclairer sur tout ça et pour essayer d'améliorer la société. Isabelle, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner la parole. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai subi des attouchements de mon frère. Mais je n'en ai jamais parlé à l'époque à mes parents. Parce que de toute façon, j'ai oublié en fait. En fait, voilà, c'est à ce moment-là, j'ai pas eu conscience du mal qu'il vous faisait. Oui, voilà. Et puis. Et donc vous en avez pas parlé parce que peut-être que pour vous c'était presque normal. Je sais pas. Non, je savais pas trop en fait. Normal. Vous aviez quel âge à peu près une dizaine d'années. Oui. Et c'était un grand frère, donc je suppose. Oui. Et combien d'années de plus il avait 3 ans et demi. D'accord. Oui. Par contre, comme j'ai
Du coup, jamais eu de vie de couple heureuse. Hein. J'ai divorcé 2 fois. Et aujourd'hui, à la soixantaine, je suis toujours toute seule. J'arrive à reconstruire une vie de couple parce que j'ai un souci de ce côté-là, quoi, de niveau sexuel. Je fais un blocage. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir vu des psys pendant des dizaines d'années. Mais après ma deuxième séparation, j'ai quand même eu à un moment donné, parce que j'en avais un petit peu marre aussi que ma mère me dise que j'étais pas capable de garder un homme, que j'essayais de faire des rencontres, parce qu'en plus j'étais en demande d'affection, quoi. Bien sûr, oui. Et donc, j'essayais de rencontrer quelqu'un. Et ma mère, un jour, me dit mais oui, toi, avec tous tes Jules. Donc, ça m'a évidemment beaucoup blessée. Parce que c'était pas ce qu'elle pensait, elle. C'est-à-dire que, moi, j'étais pas le genre de femme qui accumulait les relations parce que ça me faisait plaisir. C'était que je cherchais à rencontrer l'amour. Et donc un jour, je lui ai dit, j'avais plus de 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vous a cru d'abord ou pas ? Je pense que oui, mais j'avais tellement peur de lui en parler, j'avais tellement peur parce que j'avais peur qu'elle se mette en colère, j'avais peur qu'elle... je l'imaginais éclater de colère, quoi. En fait, pas du tout. Elle a pratiquement pas réagi. Comme souvent, quand au fond, au fond d'elle-même, elle savait. Enfin, je me permets d'interpréter, mais il me semble. Je crois... Mais est-ce que vous avez parlé à votre frère ? Oui. Plus tard. Je ne sais pas si elle le savait, ma mère, parce qu'elle m'a quand même dit pourquoi tu ne nous en as pas parlé. Vous aviez la même chambre, votre frère et vous, à l'époque ? Alors, on a eu la même chambre jusqu'à un certain moment, et je ne sais plus. À un moment donné, mes parents nous ont séparés. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, oui, si, je pense que par rapport à l'âge, quoi, ils nous ont séparés. Mais bon, oui, j'en ai parlé à mon frère. Et justement, à la même période, parce que c'est pareil, j'en ai eu marre de garder ça pour vous, bien sûr, oui. De garder ça pour moi et d'accumuler les déceptions, les ruptures. Parce que ce souvenir m'est revenu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous en parlez à votre frère ? Mon frère, il a minimisé en disant qu'on était, oui, mais on était gamins, c'était pas important, enfin, c'était du jeu, c'était... moi, je lui ai dit non, on n'était pas gamins. Ben non. Isabelle, votre mère, est-ce qu'elle avait, comme beaucoup de mères, je ne vais pas dire une préférence, mais assez fière de son fils plus que de sa fille ? Je ne pense pas, non. Non, vous n'aviez pas ce sentiment d'être... Non, j'ai plutôt eu le sentiment inverse. D'accord. Est-ce que je me permettrais, vous avez dit quelque chose d'important, hein. Vous avez dit que vous avez fait beaucoup de psy là, pendant des dizaines d'années, et puis que quelque chose qui n'a pas avancé. Alors moi j'ai écrit un livre là-dessus, sur la question de la psy et des violences sexuelles, où j'ai affirmé dans ce livre qu'il y a eu un grand déficit dans la prise en charge des violences sexuelles au niveau de la psy en général. Tout le monde est concerné par ça, puisque ça n'existait pas, l'inceste, on n'en parlait pas, et donc on n'était pas formé à la fac. Moi, j'étais pas formé pour ça du tout à la fac, on m'a jamais parlé de ça. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être s'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, c'est de faire un travail justement plus général avec quelqu'un qui peut-être un psy qui travaille plus là-dessus et sur le côté familial. Parce que, vous comprenez, si votre frère vous fait ça, nous, on a un peu l'habitude quand on travaille là-dessus, c'est qu'il y en a ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et que peut-être, souvent, il a répété quelque chose qu'on lui avait fait. Parce que c'est souvent comme ça. Parce qu'il a 13 ans et demi, à ce moment-là. Oui. 13 ans et demi, c'est pas rien. Passer à l'acte avec sa sœur de 10 ans quand on a 13 ans et demi,
Je pense souvent, c'est parce que l'enfant lui-même, par exemple, a été touché petit ou touché au même âge. Et ça veut donc dire qu'il y a d'autres personnes dans la famille, peut-être, qui ont fait des choses. Puis comme il y a beaucoup d'amnésie, personne ne se souvient de rien. Et vous voyez, ce qu'a remarqué Brigitte, c'est que votre mère ne réagit pas. Peut-être même elle était concernée, alors du coup elle est en stupeur quand vous lui parlez de ça. Vous voyez, je dis ça parce que ce travail sur qu'est-ce qui s'est passé dans la famille libère aussi. Sinon on est toujours bloqué, on comprend rien, parce qu'on se dit il m'est arrivé un truc, c'est isolé, ça me pourrit la vie, mais je sais pas quoi en faire. Parce que je vais mettre les pieds dans le plat, Bruno Clavier, parce que je crois que c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Lorsque quelqu'un nous annonce ce que vous avez annoncé à votre mère, Isabelle, si on est un tant soit peu au courant de ce que représente la sexualité, on peut pas entendre ça comme si vous aviez dit à votre mère que vous aviez volé un disque quand vous aviez 14 ans, quoi. Voyez ? Oui. C'est quelque chose, on ne peut que réagir. Ouais. Si on ne réagit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On est concerné soi-même et que on est en état de sidération en entendant ça, parce que ça peut pas connecter. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de l'émotion et disait excusez-moi d'avoir de l'émotion. Au contraire, il faut en avoir. Et là, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion parce que elle-même, elle est peut-être concernée. Et puis, c'est pour ça que là, on parle aujourd'hui de la famille et que je répète que dans les familles, il n'y a pas d'inceste isolé. Alors moi, effectivement, ça me fait penser à quelque chose, c'est que effectivement, j'en ai parlé à mon frère. Je lui avais écrit, on s'était écrit, et il m'a répondu. Et il n'y a pas très très longtemps, je lui en ai reparlé parce que je vais continuer à avoir un psy, deux d'ailleurs, qui ne font pas du tout le même travail. Et il m'a demandé de téléphoner à mon frère pour en reparler, pour lui demander comment lui, il se rappelait de ce qui s'est passé. Oui. Donc, on en a parlé et il m'a parlé d'autres choses dont je n'avais pas connaissance. Alors, est-ce que c'était pour se dédouaner? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il m'a dit que, à un moment donné, notre mère a eu, avec mon frère, lui a laissé. Enfin, mon frère a compris, en tout cas, je sais pas si mon frère a compris que ma mère lui faisait comme une avance, quoi. C'est ça. C'est ça. Peut-être que c'est vraiment. Quand m'a dit ça, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est malheureusement possible. C'est un climat et l'avance qu'a fait votre mère à votre frère, elle s'en souvient peut-être même pas. Elle a fait ça sans comprendre ce qu'elle faisait elle-même, même en étant adulte. C'est terrible parce que quand on commence à tirer, comme on a tiré un fil, il y a tout qui vient quand c'est comme ça. Mais justement, c'est ça qui est libérateur. Sinon, on est enfermé dans son propre abus et on comprend rien, quoi. Comme s'il y avait une sorte de labyrinthe. Isabelle, il y a juste une chose que je peux vous dire concernant votre vie affective et sexuelle. Je crois que là où vous pourriez avancer peut-être, c'est essayer de émotionnellement et corporellement de mieux mettre en lumière ce que vous avez ressenti quand vous aviez 10 ans. Et il y a certainement quelque chose comment dirais-je, d'assez fort que vous avez dû ressentir, qui quelque part bloque et ferme tout ce qui pourrait se passer avec un homme. Psychologiquement ou physiquement ? Ressenti physique et émotionnel. Pas intellectuellement, ça on s'en fout. Intellectuellement, on s'en fout. Et ça, vous pourriez peut-être arriver à le découvrir par le MDR ou par la sophrologie, par des. J'ai essayé la sophro, le MDR, l'hypnose. Ça n'a rien fait. Parce que c'est bloqué, oui. Mais bon, essayez. Enfin, moi, je vous donne juste ce message. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais voyez, il y a certainement eu quelque chose de très très fort. C'est votre frère. C'est un lien familial, affectif tellement fort. Puis j'ai jamais voulu couper les ponts parce que, d'abord parce qu'au départ je me rappelais pas, et puis parce que quand ça m'est arrivé, j'ai déjà peu de famille, j'ai qu'un frère et ben oui. Et voilà. Donc c'est une sorte, ce serait comme un Oedipe non résolu, si vous voulez. Vous voyez, quelque chose qui vous lie tellement fort à lui que ça coupe un peu, ça bloque un peu avec un autre homme. Mais ça,
prenez le temps, hein, c'est juste une piste que je vous donne, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais... Le temps, j'ai déjà plus de 60 ans, donc... Vous avez encore... Vous êtes jeune. Vous savez... ça, mais sinon, oui, je vous en prie. J'ai essayé aussi de... Je pense aussi du côté de mes grands-parents, j'ai essayé... Mais bon, maintenant c'est trop tard, de toute façon mes grands-parents sont plus là, mes parents sont plus là, je ne saurais pas, mais je me suis toujours posé la question parce que mon père me disait que mon père avait, je pense, un problème aussi de ce côté sexuel. Parce qu'avec mes parents, ça n'allait pas. Maman était plus demandeuse que papa. C'est ce que maman m'a dit, quoi, et que papa avait un problème de ce côté-là. Et mon père me disait, ma fille, méfie-toi, tous les hommes sont des cochons. Oui. On voit bien l'ambiance familiale. Là, vous avez raison. Avancez dans votre famille aussi, Isabelle. De toute façon, ça vous fera du bien, quoi que vous découvriez, parce que vous allez avancer. Alors, juste, je vous dis, c'est une phrase rare chez les hommes, c'est plutôt les femmes qui disent ça, donc ça, c'est souvent un signe qu'il a lui-même été abusé. Vous voyez, par exemple, c'est ça, étendre la connaissance sur la famille. Ça, je vous dis, c'est très rare chez les hommes, hein, de dire ça. C'est vrai. Alors que je l'ai beaucoup entendu chez les femmes. Merci Isabelle et bon courage. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Et Sud Radio. On continue avec Bruno Clavier à mettre de la lumière dans les familles pour que peut-être il y ait moins d'inceste. C'est Philippe qui est avec nous et je pense que c'est en tant que papa que vous témoignez. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Oui, moi je témoigne en tant que papa parce que j'ai découvert le viol de ma fille en lui faisant un shiatsu. Donc où j'ai travaillé donc à préparer un examen, je dirais pour être avocate, et en lui faisant un shiatsu pour la détendre par rapport au stress. Je dirais au niveau de son bassin, donc mes mains m'ont parlé et j'ai posé la question à ma fille en lui disant mais Oriane, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton bassin? Et là j'ai ma fille qui gentiment s'est mise à pleurer d'un seul coup et m'a avoué qu'elle avait été violée par son cousin à l'âge de 14 ans alors qu'elle en avait 21. Donc moi j'ai découvert ça. Qui en avait 21? Ma fille avait 21 ans quand j'ai découvert ça. D'accord, mais elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans, d'accord. Non, parce que. Exactement. D'accord, ok. Exactement, et ça avait été caché, et il n'y avait que sa maman qui le savait, et ça m'avait été complètement caché. Donc c'est en lui faisant ce soin-là. Parce qu'on avait peur de votre réaction, j'imagine. Alors, on avait peur de ma réaction et c'est exactement ce que disait Bruno tout à l'heure sur cette notion de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a eu du côté donc de mon ex-femme, puisqu'il y a un divorce depuis ce temps-là, je dirais ce qui s'est passé, c'est que la loyauté familiale, je dirais, vis-à-vis de ce cousin, fille, vis-à-vis de sa maman, vis-à-vis de son cousin, vis-à-vis de ses tantes, puisque ça s'est passé chez une de ses tantes en Afrique et c'est le fils d'une autre de ses tantes. Donc la loyauté familiale l'a vraiment joué. Tante maternelle, donc. Vous voulez dire tante maternelle? Tout à fait. Oui, c'était les deux sœurs donc de mon ex-femme. Il avait quel âge, ce cousin, quand votre fille a 14 ans? Il avait exactement 15 ans. D'accord, ok. Il avait 15 ans, Oriane avait 14 ans, donc j'en ai rien su et elle n'en a parlé à sa maman qu'après un certain nombre d'années. Donc tout le travail actuellement que j'essaye de proposer donc à ma fille en termes de reconstruction par rapport à ça, c'est justement de pouvoir se faire suivre par un thérapeute pour en parler, pour l'aider. Oui, encore une fois, quand elle en aura envie, soyez... Tout à fait. Non, mais je la laisse. Bien sûr. C'est elle qui doit gérer ça. La seule chose en tant que. Mais justement, elle a 21 ans, donc quels seraient les symptômes qui montrent qu'elle va pas bien? Non, aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc elle a 25 ans. Donc ce qui se passe, moi j'ai découvert ça quand elle avait 21 ans, et aujourd'hui elle a 25 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que par rapport à son futur métier d'avocate, elle s'est retranchée derrière les études, je dirais, comme on pourrait dire, à fond.
C'est-à-dire qu'elle a mis tout le reste de côté et elle ne s'est concentrée que sur ses études. D'accord. Et moi, ce que j'ai peur en tant que papa, c'est qu'à un moment donné, tout va ressortir. Tout ce qu'elle a vécu va ressortir. Il va falloir qu'elle en parle. Déjà, c'est ressorti puisqu'elle en a parlé à sa mère. Elle vous a, enfin, elle vous l'a dit. Donc, alors bon. C'est toujours pareil. La difficulté, c'est de se dire est-ce que elle a mis de côté sa vie sentimentale, affective, sexuelle à cause de ça, ou est-ce que c'est parce que elle veut réussir dans sa vie professionnelle? Exactement. Mais ce qui est très délicat, vous voyez, pour un papa, c'est qu'il y a certaines choses qu'on peut aborder. Il y en a d'autres qu'on peut pas tellement aborder. Sur sa vie sexuelle et tout, c'est plus à quelqu'un d'en parler. C'est pas à vous. Ça, c'est évident. Exactement. Donc, vous avez, il faut qu'elle en parle à un thérapeute pour justement l'aider par rapport à ça. Et moi, par contre, en tant que papa, vous avez une culpabilisation qui se fait en disant mais pourquoi je m'en suis pas aperçu plus tôt. Bien sûr. On a ce double phénomène. On a le phénomène de l'enfant vers qui on va découvrir que cet enfant a été violé, garçon ou fille. Et nous, en tant que parents, je dirais hommes ou femmes, on va s'apercevoir de la trahison qui a été faite et on s'en aperçoit souvent trop tard. Et est-ce qu'elle suit une thérapie depuis? Est-ce qu'elle suit une thérapie depuis ses 4 ans? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, Bruno. Ouais, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours pareil. Hein, on tend toujours une planche de salut, même à ses enfants. Mais lui, dès qu'il y a quelque chose qui ira un peu mal, de lui dire, tu sais, quand même, ça a de l'importance. Ça serait peut-être bien quand même que tu travailles un peu là-dessus. Exactement. Non, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Bon, j'ai la chance de pouvoir avoir pratiqué le shiatsu, de pouvoir, de pouvoir aborder ça. De toute façon, vous voyez bien. Oui, non, mais c'est bien sûr, c'est son corps. Vous voyez bien si ça fonctionne bien ou pas. Et visiblement, ça a l'air de fonctionner. Son corps elle n'a pas de maladie, notamment auto-immune ou des choses comme ça. Mais ça peut arriver à un moment ou un autre. Mais encore une fois. C'est ça qui est difficile, c'est que peut-être pour l'instant, elle n'a pas envie d'aller creuser et d'aller mettre... Il faut qu'il y ait du temps en même temps, il lui faut du temps, et puis il y a quelque chose qui est assez positif, c'est le fait que c'est votre relation, là, puisque elle, quelque part, vous faites surgir quelque chose en elle, et elle vous le dit de façon assez claire, c'est plutôt bon signe. Je pense que dans peu de temps, je ne serais pas étonné que vous ayez à nouveau un contact pour que vous puissiez l'aider, peut-être lui trouver une bonne adresse de psy ou quelque chose comme ça, quoi. Une bonne méthode. Exactement. Et c'est la chance quelque peu que j'ai, c'est de l'avoir découvert par ce moyen-là. C'est-à-dire que là, ce n'était plus le papa avec qui a discuté, c'était quelque peu papa qui me fait un soin et je lâche prise. Et c'est la chance que j'ai eue, c'est de le découvrir comme ça. Oui, et qu'elle ait pu vous en parler, parce qu'elle aurait pu très bien se bloquer puis rien vous dire. C'est parce qu'elle a confiance en vous. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même quelque chose de positif. Elle a confiance en vous. Et comme a dit Brigitte, il faut respecter la volonté de votre fille. Vous l'aiderez en temps voulu. L'important, c'est d'être là quand nos enfants ont besoin de nous, pas d'être là coûte que coûte. Oui. C'est quand ils nous demandent, on doit être là. Tout en faisant attention à une chose, Bruno, si je peux me permettre, c'est que nous aussi, il faut que l'on prenne de la hauteur en tant que parents, je dirais homme ou femme, parce que lorsque vous prenez, je dirais, cette bombe nucléaire qui vous arrive en pleine figure, d'accord ? Nous, on peut avoir aussi différentes réactions en tant que parents. On peut avoir une réaction de violence, non pas vis-à-vis de notre enfant, mais vis-à-vis de la partie adverse. C'est-à-dire que moi, ça aurait très bien pu être mon ex-femme ou avoir des actes de violence en disant « mais comment tu m'en as pas parlé ? Pourquoi tu m'en as pas parlé ? Pourquoi tu soutiens ta famille ?» C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur cette notion de loyauté. On se prend la personne en face, comme moi je l'ai pris, on se prend en face une famille loyale à ce qui s'est passé, et votre enfant aussi, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas dénigrer sa mère, ne va pas dénigrer ses tantes. Vous voyez ? Et ça, c'est pour la personne qui reçoit ça en face, c'est aussi relativement très dur, parce que à qui on en parle ? Oui, mais quand on fait du shiatsu, on apprend à gérer sa colère, Philippe.
C'est ce que j'ai fait, Brigitte. Ça, c'est une très bonne école. Je conseille à tout le monde de prendre des cours de shiatsu. Oui, qu'est-ce que vous voulez. Merci Michel. Merci, oui, bien sûr, merci Michel. Merci à vous Philippe, en tout cas. Oui, merci beaucoup. On fait une petite pause et on continue dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez prendre la parole. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychologue, clinicien, psychanalyste. Pourquoi l'inceste ne fait pas de bruit? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Et pourquoi ça ne fait pas de bruit dans les familles? Ça fait peut-être pas de bruit, mais ça fait des ravages. En tout cas, on l'entend depuis le début de l'émission. Eric est avec nous maintenant. Merci Eric de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Bonjour. Donc j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec vous il y a un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le même thème. Alors là, tout de suite non, mais je suppose que quand vous allez nous donner des détails, on va s'en souvenir. Ça va revenir. Donc j'ai été abusé tout petit, enfin j'ai pas de souvenir précis, mais j'ai des flashs par ma mère et ensuite très probablement par ma sœur aînée. Et c'est d'ailleurs Bruno qui m'a aidé à prendre conscience de ça, parce que je vous avais raconté que ma mère avait été très probablement, enfin sûrement abusée par un oncle et très probablement par son père, donc mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais que ma sœur a connu quand elle était petite. Et Bruno m'a fait remarquer que dans une famille, c'était, bon alors c'est effectivement transgénérationnel, mais qu'il y avait des fortes probabilités pour que ma sœur ait été abusée par son grand-père, notre grand-père, et qu'elle s'en souvienne plus. Et ensuite qu'elle est abusée de moi parce qu'on était dans un rapport étant petit où elle me détestait en fait, et elle était très jalouse de moi. Et je pense que ma mère aussi, je pense, a abusé de moi parce qu'elle est devenue un peu... elle avait vécu ça, puis après ça a été amplifié quand elle s'est mariée tardivement à 35 ans avec mon père. Elle pensait avoir épousé le prince charmant, et en fait le prince charmant s'est révélé être un sale type qui l'a laissé se débrouiller avec 3 enfants, et qui lui il était chauffeur routier international, il était absent quasiment toujours. Il avait très probablement un tas de maîtresses sur les routes, parce que c'était un séducteur. Et il a laissé ma mère, donc avec les années, elle s'est tue. Elle avait été éduquée dans une ambiance très rigide et très judéo-chrétienne, et elle a supporté, mais ça l'a rendue complètement folle, et elle s'est vengée sur moi. Moi j'ai 54 ans, c'est mon analyse, mais il y a pas longtemps, j'ai compris que ma sœur, c'est un mystère, mais j'ai compris qu'elle avait aussi été aussi très nuisible à mon égard. Alors pendant longtemps, j'avais pensé que c'était mon allié. Bref, c'est une famille très toxique, je ne vois plus du tout. Après, j'ai essayé d'en parler, donc à la mort de mes parents, donc quand j'ai eu 48-49 ans, il y a eu une espèce de trucs qui sont remontés en moi. Je me suis senti libéré par la mort de ma mère, mais en même temps, ça peut paraître violent, mais je me suis vraiment senti libéré. Mais en même temps, après j'ai vécu une période de crise où tout ça est remonté, où j'ai eu besoin d'en parler. C'était l'époque aussi de MeToo et tout ça. Donc avant, pour un homme, c'était juste impossible d'en parler. J'avais essayé à l'âge quand j'avais une vingtaine d'années, je m'étais engueulé avec mes parents. Ils m'avaient foutu dehors d'ailleurs. À cette époque-là, je suis parti chez mes parents, mais ils m'avaient incité à y retourner, vivre chez eux pour des économies financières, tout ça. Je suis revenu, ça n'a pas duré longtemps. Au bout de 3 mois, je suis parti avec carte FR, ils m'ont foutu dehors. Et je suis allé voir la police. J'ai eu un petit entretien avec une inspectrice qui m'a très bien écouté. C'est vieux, hein, ça date, et il y a plus de 30 ans. Et elle m'a dit, mais monsieur, on peut absolument rien faire pour vous, en fait. Vous pouvez juste porter plainte au civil, mais vous allez perdre, et il faudra que vous payiez des frais. Et elle a été navrée pour moi, ça se voyait, mais moi je suis sorti de son bureau en retenant mes larmes, et bon, donc après je me suis tué pendant 100 ans. Après j'ai commencé donc quand j'ai eu 48-49 ans, j'ai voulu en parler, j'ai eu besoin d'en parler, j'en ai parlé un peu d'abord à ma famille. Pas ma famille, j'ai jamais pu en parler à mon père et ma mère, sinon ils étaient morts. Ma sœur, elle, j'ai pu en parler avec elle dès mon adolescence. Mon frère aîné, qui a 11 ans de plus que moi, je pensais qu'il avait jamais été au courant de rien. Et puis, vous avez pas le même père, j'imagine, donc. Alors, mon frère aîné, on a le même père, mais pas la même mère. Avec ma sœur, on a les mêmes parents. D'accord, parce que comme votre mère s'est mariée à 35 ans, ça collait pas qu'il y ait 11 ans d'écart avec la même. Mon père a vécu longtemps en Afrique, il a eu une première femme, il a eu mon frère.
Sa mère est morte juste après l'accouchement, des suites de l'accouchement. Et ça aussi, c'est une histoire un peu sordide, puisque la femme en question était très très jeune, c'est une adolescente. Enfin bref, ma famille c'est un peu spécial, c'est un peu du lourd quand même. Et mon père n'est pas tout blanc du tout dans l'histoire non plus. Par contre, mon père, je pense pas je suis même sûr qu'il a pas du tout abusé de ma sœur. C'était pas du tout le profil. Non, bah non, mais c'était un séducteur. Il avait toutes les femmes qu'il voulait. Il avait pas. Exactement. Enfin, vous voyez. Enfin bon, vous me direz, ça n'empêche pas. Il y a des séducteurs qui sont aussi mais des là, abuseurs. non, je suis convaincu que non. Non, mais il adorait ma sœur, mais pas. Moi, il me méprisait profondément. C'est une grande différence. Il aimait beaucoup son fils aîné, ma sœur. Moi, non. Mais vous parliez de votre frère aîné de 11 ans de plus. Vous vouliez dire quelque chose sur lui, c'est ça? Alors, un jour, un peu après la mort de ma mère, on a eu une réunion, un repas de famille, ma sœur, mon frère et moi. Et j'ai voulu aborder un peu le sujet de l'inceste et tout de suite j'ai senti qu'il était très très gêné, il a tout de suite changé de conversation. Et après j'ai compris, ma sœur m'avait dit que quand elle avait 6 ou 7 ans, lui il en avait 14, 13, 14 et 15, je sais plus. Ils ont une quinzaine d'années d'écart. Non, moins. Non, ils ont 7 ans d'écart. 8 ans d'écart. 8 ans, ouais. Ça. Et ma sœur a 3 ans de plus que moi. Et puis, en fait, il lui avait demandé de se déshabiller et de lui montrer un peu ses organes génitaux. Et elle l'avait fait avec elle avait 6 ans, comme ça, ou 5 ans. Donc elle l'a fait sans se poser de questions. Et il a bien insisté, il voulait vraiment bien voir. Quoi. Et après, ils en ont jamais reparlé évidemment, mais je pense que lui, du coup, il se sentait plus du côté des abuseurs. Et à mon avis, il était au courant de tout. Et il se sentait très mal à l'aise. Et il n'avait pas du tout envie. Et donc, mon frère, ma sœur aussi, je pense, donc a été légèrement victime d'inceste. Peut-être plus que je le crois par mon grand-père. Chose nouvelle pour moi dans mon esprit, mais elle était aussi du côté des abuseurs vis-à-vis de moi. De toute façon, votre mère, on l'entend bien, elle a été abusée par son père, le grand-père, on voit bien. Très, très probablement. C'était tout à fait le profil. Le père, c'était un type très petite bourgeoisie, commerçant, breton, très dur. Enfin, ça, vous savez, sur toutes les classes sociales peuvent être touchées. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas connu, mais d'après ce qu'on m'en a dit, c'était un type très dur, très autoritaire, vraiment le maître de maison, quoi, le chef, et tout le monde devait se taire. Sa femme, elle avait juste le droit de se taire, ses enfants aussi. Mais ma mère, c'était un peu l'enfant rebelle. C'était la deuxième et un peu considérée comme un peu la cinglée, pas très, un peu anormale, mais rebelle. Et je pense que, c'est quasiment certain. De toute façon, pour qu'elle devienne comme ça, il a bien fallu qu'il lui arrive quelque chose. En tout cas, son oncle. Son oncle aurait abusé d'elle. Ça, j'ai appris après sa mort par une de ses sœurs. Mais là encore, Eric, on voit que dans votre famille, ça débloque de partout. C'est un peu ce que je disais d'entrée de l'émission, en disant quand il y a un inceste, il y en a un peu partout malheureusement. Il n'y en a pas un tout seul isolé. C'est ça que je voulais dire. Alors après, moi, j'ai voulu en parler avec ma famille élargie, en fait, mes tantes. Mais puisqu'à la mort de ma mère, en fait, de mon père, au moment de l'enterrement, j'ai parlé avec une cousine plus âgée que moi, et elle m'a dit oui, mais nous on s'en doutait, en fait, tout le monde s'en doutait, personne n'en parlait. Moi, je leur en veux pas là-dessus parce que c'était compliqué d'en parler. Mais moi, après, quand j'ai eu 48-49 ans, que j'ai voulu en parler, on m'a un peu fait comprendre que je les emmerdais, en fait. C'est pas qu'ils m'ont dit... pourtant, c'est des gens... Ça, c'est la famille de ma mère. J'ai jamais eu de sympathie pour eux. Ça faisait bien longtemps que je les voyais plus du tout. Ça, c'est la famille de mon père. Mais quel était votre but d'en parler? Oui. J'avais besoin d'exprimer un peu ma colère, de dire, voilà. Parce que moi, j'étais toujours considéré, donc j'ai été très distant avec toute ma famille élargie pendant des années, plus de 20 ans. Là, j'étais revenu un peu vers eux. Et j'avais envie de leur dire, vous me prenez un peu pour le marginal, le type un peu bizarre, pas très fiable, qui était absent, qui a une vie un peu de patachon aventureuse. Voilà, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai jamais eu beaucoup de compagnes, j'ai pas d'enfants, et donc voilà, j'avais une mauvaise image. Et j'ai voulu leur faire comprendre que si j'avais une mauvaise image, si j'avais une vie un peu décalée, chaotique, c'est que j'avais des raisons aussi. Il y a des raisons lourdes et ils m'ont fait comprendre qu'ils le savaient très bien, mais qu'ils s'en foutaient en fait, et qu'il fallait pas que j'en parle, que je les emmerdais. Donc là, j'ai pas apprécié du tout. J'ai pas apprécié du tout, et j'ai envoyé tout le monde sur les roses. Et j'aurais dit, moi, je vous parle plus. Et en plus, j'ai eu une discussion avec ma nièce, donc la fille unique de mon frère aîné, quand elle avait à peu près 18 ans, au téléphone. Elle me reprochait en fait, elle me disait, mais tu dis du mal de tes parents, mais moi, mes grands-parents, je les aimais beaucoup. J'ai dit, écoute, je comprends que tu les aies aimés, mais moi, j'ai mes raisons.
Je lui ai expliqué, je lui ai dit maintenant t'es grande, tu peux comprendre. J'ai subi des violences physiques, sexuelles quand j'étais enfant. Et donc voilà, c'est pour ça que je les critique. Et elle m'a dit oui, mais tu nous embêtes avec tes histoires. On le sait très bien, t'arrêtes pas d'en parler. Alors que j'en avais jamais parlé. Et je me suis dit tiens, c'est curieux qu'elle me dise ça, parce que ça peut être que son père qui lui en a parlé, donc mon frère aîné. Moi, je n'en avais jamais parlé. J'en avais jamais parlé à personne. Et donc voilà, c'était un faux secret, un secret du polichinelle, mais personne n'en parlait. Donc moi, j'ai envoyé tout le monde sur les roses. J'ai dit vous quand vous aurez juste un mot d'empathie pour moi, je reviendrai vers vous. Je demande pas grand-chose. Je demande juste de dire on te comprend et on est avec toi. C'est tout. Mais ils en sont pas capables. Bon, je reviendrai peut-être un jour vers eux ou pas. En attendant, c'est dur parce que je me sens seul. Je me sens très seul. C'est exactement ce qu'on disait. Je ne sais pas si vous écoutiez la première heure, Eric, mais on avait le témoignage de Marie-Lou aussi. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, quoi. C'est que, dès qu'on est un peu entre guillemets marginal, sans forcément avoir été incestué. On est rejeté par la famille, parce que dans la famille, il faut qu'il y ait une seule couleur, il faut qu'il y ait une seule forme, il faut que tout le monde se plie à... C'est la loyauté, la fameuse loyauté. La loyauté. Et j'ai pas pu tout entendre parce que je travaille, mais... Non, mais je vous en prie, Eric. C'est juste vous dire que ce que disait Bruno Clavier, qui peut vous le redire, il faut que vous créez votre famille de cœur et que vous fassiez le deuil. C'est certes un deuil je suis en train de faire. Compliqué, mais... C'est compliqué, ouais, parce que pendant 30 ans, j'ai eu dans une autre émission, il y a à peu près un an, une émission où vous parliez de ça déjà, des abus, tout ça, d'inceste. Et il y a une femme qui avait utilisé le terme « je me sens comme en prison ». Et je trouve que ça m'a beaucoup marqué, c'est exactement mon sentiment. Pendant 30 ans, j'ai été en prison, dans une prison mentale, une prison affective. Et j'ai eu des amis qui finalement n'en étaient pas, qui plutôt m'utilisaient pour se mettre en valeur. Et donc du coup là maintenant j'ai rejeté toute cette bande de gens qui étaient plutôt toxiques pour moi, mais c'est pour ça que je me sens seul. Mais là je suis dans une phase où je sens que je vais me reconstruire. Il est temps, j'ai 54 ans, donc des fois je me dis c'est fichu, ma vie est brisée, c'est tout ça, ils m'ont tout cassé, j'ai plus d'espoir. Enfin, je me sens dans une impasse. Mais bon, je lutte quand même. Excusez-moi, je vous dirais ce que je disais à Marie-Lou tout à l'heure sur la question de la famille de cœur, c'est que pour la reconstruire, il faut aussi qu'on démonte les mécanismes qu'on a attrapés enfant quand on a été abusé comme ça. Et quand on est enfant, après, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Et après, vous voyez, vous parlez des amis toxiques, des choses comme ça. Et reconstruire une famille de cœur, c'est surtout... la reconstruire avec d'autres règles, des règles de loi qui ne sont pas les règles de la loi de la famille d'origine. Et la loi, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi, et qu'est-ce qui est bien pour les autres, qu'est-ce qui n'est pas bien pour les autres. Et là, on peut construire sa famille de cœur, une nouvelle famille qui n'a plus ces règles tordues dont vous avez parlé, où ça va dans tous les sens et c'est n'importe quoi. C'est la perversion totale. Bah oui. Il n'y a pas de loi. Mais je crois, Eric, que lorsqu'on se dit, moi, je n'accepterai plus ça, ça s'appelle le respect de soi. C'est comme ça qu'on peut créer sa famille de cœur, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et puis moi, je voudrais dire, nous, tous ensemble, on forme une sorte de famille de cœur. De famille de cœur, et je vous remercie de votre témoignage. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Demain, avec Claude Parisot, nous nous demanderons comment donner du sens à sa vie, mais surtout aussi comment ne pas s'oublier. Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, monsieur... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Bruno Clavier, on aura des hommes aujourd'hui qui témoignent, oui, et c'est très bien parce que c'est important. On ne le dit peut-être pas assez, hein, les hommes aussi, et vous en savez quelque chose, les hommes aussi subissent des abus, et quand c'est de la part d'une femme, c'est peut-être parfois aussi terriblement difficile. C'est très dévastateur et c'est très difficile à mesurer aussi. Hein. D'ailleurs, on s'est aperçu, là j'ai participé à un colloque l'année dernière, et il y avait des chiffres qui disaient que justement les chiffres sont compliqués dans les abus féminins sur les hommes, puisque les hommes ne témoignent pas que c'est de l'abus. C'est-à-dire que il faut un peu les tirer vers du nez pour leur dire vous avez été abusé, parce que pour eux ils estiment, soit ils ont honte, soit ils estiment que c'en est pas. Hein. Mmh. Oui, parce qu'ils peuvent avoir eu une érection et donc considérer que finalement ils étaient peut-être
pas victime, alors que une érection, ça peut arriver même si on n'a pas envie. Henri, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Je crois que vous voulez évoquer un livre qui parle de la pédophilie des femmes, c'est ça ? Oui, c'est Anne Poiret, qui est journaliste, qui a reçu plein de prix, 6 ou 7 prix divers et variés, parce que c'est une journaliste d'investigation qui a sorti en 2006 L'ultime tabou, femme pédophile, femme incestueuse. Et il y a un reportage, une vidéo sur YouTube qui fait un peu plus de 9 minutes, qui décrit, elle est interviewée, et en plus sur la même page, vous avez un autre reportage avec Martine Nice, de la clinique le docteur Martine Nice de la clinique des Buttes-Chaumont, qui s'appelle Femme pédophile, ça existe. Oui, et là, oui. ça dure plus de 50 minutes. Alors, je ne sais pas, vous connaissez ce livre, Non, malheureusement non. Moi non plus. Mais il est passé un peu sous les radars, mais 2006, c'est avant plein de choses. On est en 2025, on a évolué depuis. Mais à l'époque, ça devait être justement tellement tabou que le livre n'a pas été très remarqué, quoi. Enfin. Oui, tout à fait. Mais moi, de toute façon, Henri, surtout, peut-être plus encore aujourd'hui, c'est les hommes qui sont violents, c'est les hommes qui tuent, c'est les hommes. C'est très compliqué de donner une responsabilité toxique aux femmes. Hein. C'est ce que disait à l'instant Bruno Clavier. Ben, bien sûr. Parce que les hommes ont honte et les hommes ne témoignent pas. Moi, je suis passé précédemment dans une de vos émissions. J'ai attendu d'être à l'âge adulte et d'avoir même un certain âge pour témoigner que j'avais été abusé dans les locaux de la CPAM à l'époque où elle était 69 bis rue de Dunkerque, dans le 9e arrondissement de Paris. Parce que, et bien souvent, alors moi j'ai été au rapport de la Civise le 17 novembre 2023. J'ai été voir le juge Édouard Bertrand à la sortie. Édouard Durand, excusez-moi, c'est Édouard Durand. Oui, pardon, Durand. Oui, pardon. Et je lui ai dit, monsieur le juge, est-ce que vous comprenez, dans le studio 104 de la maison de radio, il y a 1000 places. J'ai compté, il y avait 40 hommes, donc il y avait 960 femmes. Ça fait 96% de femmes. Je lui ai dit, c'est pas normal. Je lui ai dit, dans le comité directeur de la Civise, il y avait 23 personnes. Sur les 23 personnes, il y avait 16 femmes. Je lui ai dit, c'est normal qu'il y ait 70% de femmes et seulement 30% d'hommes. Il dit, non, c'est pas normal. Il dit, écrivez-moi un mail et je vous recevrai. Et je lui ai écrit 2 mails, il ne m'a jamais reçu. Mmh. Bon. Mais alors Henri, sincèrement, je crois quand même qu'il y a plus de femmes qui vont subir l'inceste et qui vont subir. Ça ne veut pas dire pour ça que ce que subissent les hommes n'est pas important. Mais il y a surtout plus d'hommes agresseurs, ça c'est certain. Voilà. Alors après, ce qu'on peut reprocher aux mères, c'est de fermer les yeux. Alors moi, j'entends malheureusement des horreurs. Hein. J'entends notamment ce que m'a raconté une psy, une de mes amies psy, qui est en ce moment en train de traiter une femme qui est mère et qui, pour que son gamin s'endorme bien, lui fait des fellations. Et le gamin a 3 ans. Donc on entend des horreurs comme ça, de la part des mères, de la part des femmes, mais ça reste ça reste quand même heureusement moins. Ça arrive souvent aussi avec des nounous, des filles au père. C'est vrai, c'est vrai. Elles font leurs études et pour passer l'examen, elles veulent être au calme et elles font des attouchements ou des fellations, comme vous voudrez, pour que les enfants s'endorment. Mais parfois, ça les excite encore plus. Hein. Mais quand vous dites que c'est prouvé qu'il y a plus d'hommes, moi je suis en faux. Brigitte Lahaie, vous êtes pour l'égalité des hommes et des femmes, et je vois pas pourquoi les hommes seraient plus violents que les femmes. Parce que c'est quand même, je veux dire, de traditionnel notoire, et ce sont les chiffres des condamnations, des condamnations de procès. Henri, je suis désolée, moi je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, évidemment, et entre les femmes et les hommes, mais sur le plan de la sexualité, la pulsion masculine
est bien plus forte que chez les femmes. Chez les femmes, on va parler plutôt de désir. Chez l'homme, on va parler de pulsion. Après, qu'il y ait des femmes perverses, des femmes enfin tarées, j'ai même envie de dire, bien sûr. Et je suis la première à souligner toutes ces femmes toxiques qui ne protègent pas leurs enfants. Mais on peut pas. Enfin, j'entends votre souffrance et je comprends. Mais c'est la croyance qu'il y a autant de femmes. Elle vient de votre souffrance. Elle vient pas d'une réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Non, elle vient de Elisabeth Badinter, qui a écrit ce livre magnifique, qui a été réédité d'ailleurs, tellement il a eu de succès, qui s'appelle Fausse route. Fausse route, oui, je l'ai lu. Henri, c'est un livre formidable. Et je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec elle. Mais là, elle parle pas de l'inceste. De la même manière qu'il y a largement plus de féminicides, c'est-à-dire de femmes tuées par les hommes, que de femmes tuant leurs hommes, leurs maris. Enfin, c'est des chiffres. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous pouvez dire des choses, mais ce sont quand même des chiffres. Voilà, donc il faut faire attention. Mais en même temps, on entend votre souffrance et votre colère de pas avoir été suffisamment reconnue. Et donc, je suis ravie de vous avoir donné un espace. Oui, et c'est bien que vous témoigniez que ça existe. Exactement, parce que ça aussi, c'est insupportable et il faut aussi lutter contre ça. On va conclure. Bruno Clavier, juste un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai envie de reprendre la phrase d'Éric, là. Éric qui a intervenu, qui a dit « on s'en doutait, on n'en parlait pas ». Je trouve qu'elle s'adapte à tout. On s'en doutait, on n'en parlait pas. C'est ça dans les familles. On s'en doute. Je la garde, sa phrase, elle est bien. On s'en doutait, on n'en parlait pas. C'est-à-dire, pour regarder toutes les affaires, à chaque fois, on dira on s'en doutait. Là, moi, j'ai Bétaram, on s'en doutait, on n'en parlait pas. Ainsi de suite, vous prenez toutes les affaires. L'abbé Pierre, on s'en doutait, mais on n'en parlait pas. Le Squarneck, on s'en doutait, mais on n'en parlait pas. Et on pourrait l'aligner un peu partout, cette phrase. Eh bien, nous, on en parle. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Clavier. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Claude Parisot. Comment donner du sens à sa vie ? Ce sera notre sujet demain. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.